Donc bonjour à tous, bienvenue et puis surtout merci de participer à ce webinaire, comme on dit. Pour vous expliquer, donc moi je m'appelle Hélène Cauchois, je suis en entreprise individuelle et j'accompagne avec Aline Brachet qui est à côté de moi, qui est également en entreprise. On accompagne à une démarche de facilitation. Je vous ai envoyé un petit lien hier avec le lien Zoom par rapport à un projet d'autoconsommation collective qui a lieu avec Dynacité. Ici, à Ambérieu en Bugey, c'est dans le département de l'Ain, en Rhône-Alpes, du coup, entre Genève et Lyon. Donc, à l'échelle de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, qui est également partenaire, donc c'est mi-urbain avec Ambérieu-en-Bugey et rural, avec une association qui s'appelle la Cordalier. Ce projet est né il y a à peu près 2 ans, avec l'idée de faire de l'autoconsommation collective. Effectivement, donc, la loi de 2016, si je ne dis pas de bêtises, a permis de mettre en place une autre forme de logique énergétique, une forme de sorte de circuit court où le consommateur et le producteur sont sur le même territoire avec aujourd'hui une limitation de 1 km. Et ce projet-là est particulièrement intéressant sur l'entrée de la précarité énergétique, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs expériences de bailleurs sociaux qui se sont mis en action justement pour tester ce mode de production, relation au consommateur. Mais ce projet et ces dynamiques existent au niveau de différents acteurs avec cette logique territoriale. Donc, il y a des acteurs effectivement en plus de la Plaine de l'Ain qui sont là aujourd'hui, donc des entreprises, des habitants qui viennent voir, écouter et voir un petit peu qu'est-ce qui peut se construire. Alors, je vais rapidement sur ce qu'est l'autoconsommation, puisqu'on va revenir dans du concret et de la présentation d'expérience. Donc, vous avez autour de la table numérique, les personnes qui sont en co-animation avec moi et que je vais présenter un petit peu tout à l'heure, donc Aline, qui est aussi sur le projet, et donc nous allons avoir 4 témoignages. Un témoignage avec Logisevenol et Philippe Curtil, en écho avec Jérôme Rickbosch et Florian Hubler d'EDF ENR. Voilà, levez la main. Merci. Un témoignage de Yves Galliègue, donc d'Inacité, et probablement EDF ENR également, et 2 témoignages d'Alexandre Battle de Texol, qui a aussi un retour d'expérience avec Solia Aveyron, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, et Rémi Bastien, voilà, qui est en conseil d'Enogrid et qui va nous ouvrir aussi les perspectives de l'autoconsommation sur la question de la cogénération, puisque beaucoup de ces expériences précédentes vont être sur le photovoltaïque. C'est un webinaire qui se veut participatif au sens de bien répondre à pourquoi vous êtes venu et que vous trouviez les informations aussi, sachant qu'on a un temps l'après-midi de ce qu'on a appelé un petit peu un jeu prospectif, un peu plus sur la question des évolutions dans 10 ans. Finalement, qu'est-ce que sera l'autoconsommation, avec la question en particulier de la place des consommateurs sur la logique de ce qu'on appelle une PMO, personne morale organisatrice. Donc, c'est la structure qui organise et anime un petit peu tout ça. Je me permets du coup, ce webinaire, du coup, il vient bien d'une expérience locale qui a besoin de voir ce qui se fait autour, et on s'est dit pourquoi faire ça tout seul dans notre coin, sachant que ça peut intéresser d'autres mondes. Donc, ça vient bien de cette expérience en cours à Dynacité, sur Ambérieu-en-Bugey, avec d'autres partenaires qui sont la communauté de communes Plaine de l'Ain, Enedis et EDF, et l'association d'habitants Cordalier. Ouais, j'ai oublié personne, j'espère. Alors, je vais peut-être laisser Céline de Rurener se présenter en premier, puis Emeline de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, et je reprendrai la main pour commencer l'animation avec Philippe Curtil, Jérôme Rickbosch et Florian Hubler. À toi, Céline. Super, merci Hélène.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Céline Sainz, je suis la coordinatrice du réseau RURENER, qui est un réseau européen de territoires ruraux qui se réunissent autour de leur engagement pour la transition énergétique. Donc notre vision, c'est d'aborder l'énergie comme une porte d'entrée sur le développement rural. Donc avec pas uniquement les enjeux techniques de l'énergie, mais aussi tout ce qui est enjeux sociaux, économiques, environnementaux. On travaille beaucoup sur la mise en dialogue des acteurs autour des projets de transition énergétique à l'échelle territoriale, et notamment dans le cadre de projets européens. On travaille en ce moment sur un projet avec l'Espagne et le Portugal sur ces questions-là. Voilà, donc notre idée ici, c'est de pouvoir lier les présentations et les échanges là, pendant ces webinaires avec des initiatives qui se font à l'échelle européenne, et puis de capitaliser sur notre heure et demie d'échange ce matin et nos 2 heures d'atelier cet après-midi pour pouvoir présenter et publier une note sur le site internet ensuite, et puis continuer les échanges à l'échelle européenne. Voilà un petit peu le rôle de RURENER. Je vais laisser Emeline continuer avec la présentation. Merci Céline. Bonjour, moi je suis Emeline Perrin, je suis aussi je suis coordinatrice du réseau l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, qui est le réseau national de praticiens de la concertation avec des profils très divers, donc qui travaillent en collectivité ou en tant que consultants associatifs, chercheurs, etc. On essaye de pouvoir croiser les regards sur le champ de la participation citoyenne. Donc, parmi nos activités, on a une fonction, on essaie d'avoir une fonction ressources, avec donc un grand nombre de ressources assez diverses qu'on met à disposition gratuitement sur notre site internet. Donc, c'est dans cette optique aussi aujourd'hui de diffusion de ressources utiles à tous, et de pouvoir permettre à chacun de se saisir de ce sujet. On contribue à ce webinaire. Philippe, est-ce que vous pouvez commencer un petit peu à nous dire qu'est-ce qui vous a amené Logisevenol justement sur une envie, une expérience d'autoconsommation collective, parce qu'on était vraiment dans de l'expérimentation au moment où vous avez démarré. Oui. Alors pour nous, c'est une opération qui, moi, dans sa réflexion, a démarré dès 2017. On a sur une de nos résidences qui fait 100 logements à Alès, résidence toute électrique, hein, donc chauffage, production d'eau chaude électrique. On a réalisé une opération d'isolation thermique par l'extérieur qui a considérablement amélioré les performances thermiques du bâtiment. On était, à titre d'exemple, à 269 kWh par mètre carré avant travaux, et à moins de 100 après travaux. Donc, on a divisé par 2,5 la consommation des bâtiments. Mais on se posait la question de savoir ce qu'on pourrait faire de plus, de mieux sur cette opération pour permettre aux locataires de faire des économies supplémentaires sur leurs factures. Ce qui nous a amené aussi à cette réflexion, d'abord, c'est une culture quand même de Logisevenol d'être attentif à la performance thermique. On a la particularité, peut-être assez unique en France, d'être un bailleur qui a 100% de son patrimoine en DPE A, B ou C, donc plus de 6 000 logements. Donc, je pense qu'il y a peu de situations comme celle-ci, mais on est, voilà, c'est un peu dans notre ADN. Et également, c'était pour nous l'occasion peut-être de travailler chercher un bénéfice d'attractivité des résidences qui sont toutes électriques, dont l'image est parfois un peu négative auprès du grand public sur la commercialisation, de se dire au-delà de ce qu'on peut faire sur l'isolation de l'enveloppe, comment on peut agir directement sur la facture des locataires. Donc voilà, on est intéressé par cette expérimentation qu'on a travaillé avec EDF dès l'origine, et avec une réponse conjointe à un appel à projet de la région Occitanie en mars 2018, appel à projet, donc on est sorti lauréat. Voilà. Et donc, l'installation a été faite. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, on va dérouler un petit peu la façon dont le projet a été conçu, mais la mise en service effective de l'installation, c'est en avril 2019, ouais. Un peu fin avril, donc un peu plus d'1 an maintenant, et avec les premiers retours d'expérience, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, effectivement. Voilà.
Justement, quels ont été les obstacles principaux et les bonnes surprises dans cette expérimentation avec ce retour un petit peu sur un an? Je laisse commencer Jérôme peut-être, et puis je compléterai ensuite, parce que il faut qu'on parle tous les aspects réglementaires, et Jérôme est plus à même que moi d'en parler. Oui, merci Philippe. Alors les obstacles, eh ben, comment dire, c'était une opération vraiment prototype, très innovante, et en fait on a appris en marchant, hein. On a découvert la procédure et on a travaillé de façon très conjointe, donc à la fois avec le logis Sévenol, donc avec Philippe bien sûr, mais aussi avec toute son équipe. Et notamment, par exemple, la gardienne, la gestionnaire de patrimoine sont des gens avec qui on a extrêmement bien collaboré, et aussi avec Enedis. Donc en fait, la bonne surprise, c'est qu'on a pu créer une dynamique de projet et vraiment travailler ensemble pour réussir cette démarche qui était vraiment très innovante, hein. Alors, il y a eu beaucoup de phases et de tâches qui se sont déroulées en parallèle. Avec le retour d'expérience, ce sont des projets, surtout avec une opération de cette taille-là, c'est quand même relativement complexe et ça nécessite une bonne coordination, hein. Alors, par exemple, il y a eu bien sûr des démarches techniques, dimensionner l'installation, faire des simulations de façon à mettre la bonne taille de PV, c'est-à-dire suffisamment pour bien alimenter les locataires, mais pas trop pour éviter de créer des surplus et de le déverser sur le réseau, parce que c'est autant de de PV qui ne sera pas valorisé et mis au service des locataires. Il y a eu une démarche de sensibilisation des locataires qu'on a menée conjointement avec le logis Sévenol, et c'est là où toute l'équipe de proximité a travaillé avec nous. Après, il y a eu un volet très important de coordination avec Enedis, sachant que comme c'est une résidence qui était déjà construite depuis un certain nombre d'années, les Linky n'étaient pas installés. Et donc, Enedis a installé les Linky en priorité. Donc, il a fallu se coordonner, la procédure de raccordement, les démarches administratives de création de la personne morale organisatrice, puisque à l'horizon du projet, le cadre légal ne permettait pas encore que le bailleur soit la personne morale organisatrice. Et puis la coordination, bien sûr, le génie civil, faire monter les panneaux sur le toit et installer tout ça. Mais tout ça s'est très bien passé avec un fonctionnement en mode projet qui nous a permis de travailler dans un délai quand même finalement, somme toute, relativement court, hein, puisque entre le moment où on a vraiment donné le go du projet, on a commencé à sensibiliser les locataires, et le moment où l'opération a démarré, il s'est écoulé un peu plus d'un an. Voilà, à peu près ce que je peux dire. Quel est peut-être, si je me permets de récapituler un petit peu, on voit bien que du coup, ce que vous appelez démarche projet, c'est d'avoir réussi à faire avancer autant l'innovation technique, qui était la mise en place de PVC photovoltaïque de panneaux solaires, et donc aussi d'avoir une logique entre l'autoproduction et l'autoconsommation, d'avoir un équilibre. Finalement, c'est pas tant de produire pour produire, mais d'intégrer une logique de relation entre la production et la consommation. Quel est le besoin, répondre à ce besoin-là. Et puis, au-delà de l'innovation technique, il y a toute cette innovation que nous, on appelait un petit peu sociale, ou que vous appelez aussi coordination, et qui révèle pour vous la logique de projet, c'est-à-dire finalement, ce type de projet ne peut pas se faire tout seul, de manière, on va dire, sectorielle les uns après les autres. Ça demande d'avoir des espaces de coordination, autant avec la gardienne de site, finalement, le locataire, c'est-à-dire d'un point de vue aussi du bailleur social, c'est prendre au-delà de la gestion du patrimoine, c'est d'intégrer les équipes locales qui sont sur le terrain et qui finalement passent aussi tous les jours, que ce soit du ménage jusqu'à la relation au locataire. Et puis, vous parlez effectivement aussi du lien avec Enedis,
et donc la relation aussi avec l'outil un petit peu plus spécifique Linky. Est-ce que je peux vous permettre de préciser, alors c'est peut-être Philippe Curtil au début, sur la relation justement aux locataires pendant le projet et surtout après le projet, leur intégration à la PMO, donc personne morale organisatrice, puisque vous avez mis en évidence qu'à l'époque, le bailleur social ne pouvait pas être tout seul PMO, donc ça veut dire que vous avez associé les consommateurs, donc dans ce cas-là, les locataires, mais peut-être pas que eux. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience de la part du bailleur et puis après de la part aussi de l'installateur qui fait aussi l'accompagnement un petit peu administratif dans cette histoire? On voit que l'administration, au sens s'organiser, formaliser les choses, a aussi un vrai rôle dans la démarche de projet. Oui, tout à fait. C'était absolument central dans notre démarche. On ne pouvait pas imaginer conduire un projet comme celui-ci sans associer très largement et s'assurer en amont de l'intérêt que nos clients locataires porteraient à l'opération. Donc, Jérôme l'a dit, ce qui était parmi les éléments d'obstacle, c'est vraiment l'évolution constante de la réglementation pendant toute la durée du projet, qu'il a fallu s'adapter et apprendre en marchant, en continuant. Et ça a été assez perturbant finalement, et ça nous a amené à revoir aussi les modes de communication locataires au fil de l'eau. Par exemple, concrètement? Alors, il y a effectivement l'aspect de la PMO, effectivement, la personne morale organisatrice, parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre au départ. On avait pu imaginer différentes formes et on s'est arrêté sur une forme associative. On a créé une association ad hoc, loi 1901, pour pouvoir gérer ça en associant l'ensemble. Mais une fois qu'on a créé ça, quelles sont les conditions d'accès, d'adhésion des locataires à cette association? Quel est le lien avec la convention d'autoconsommation qui est parallèlement signée avec Enedis? On en parlera tout à l'heure. Bon, et ça, c'est des choses qu'on a découvertes au fur et à mesure. Dans notre esprit, les choses se voulaient très simples au départ. On voulait le schéma le plus simple possible. On pose des panneaux sur le toit, on produit de l'électricité, on la réinjecte dans les logements et avec un mode de répartition le plus simple et le moins complexe possible. Après, partant de ça, comme on est en France, tout ce qui devient surtout la réglementation, ça vient compliquer les choses. On a adapté ça. Ce que je veux dire sur la réglementation, enfin sur la relation locataire, on a d'abord dans un premier temps associé largement les représentants du comité de locataires. On a la chance d'avoir les représentants du comité de locataires sur place. Donc, le premier contact, ça a été avec eux pour leur expliquer notre intention et leur démontrer, et leur expliquer l'intérêt que le locataire pouvait y trouver. Ça, c'était la première étape et il y a eu un accueil très favorable. Donc, ils ont été aussi à leur tour des facilitateurs dans l'explication du projet, dans le relais auprès des habitants. Naturellement... Finalement, vous parliez au début de sensibiliser et on voit bien que la relation est bien tout autre que sensibiliser puisque vous vous êtes appuyé sur eux pour faciliter et après comprendre qu'est-ce que c'était l'autoconsommation, puis du coup, quel pourrait être aussi leur intérêt dans ce projet-là. Tout à fait, c'est ça. Alors, si on parle effectivement de relations locataires, on a fait une réunion avec l'ensemble des locataires très amont du projet, en parallèle du dossier, une fois qu'on a été lauréat de l'appel à projet région. Mais ça a été important pour nous de mesurer aussi l'adhésion que ça pouvait générer auprès des habitants avant de lancer une étape qui est indispensable pour les organismes de logement social dans une telle démarche, c'est l'accord collectif local. Dès lors qu'on a un projet qui vient modifier loyer de charge sur un projet, il faut qu'on conclue avec les locataires, ce sont des modalités réglementaires très précises, un accord qui fixe les conditions du projet, son délai, son coût, la répercussion, etc. Donc, ces réunions de concertation, elles avaient pour double objectif d'expliquer l'intention et d'expliquer les bénéfices qui pouvaient être liés, et puis de préparer aussi la diffusion et la conclusion d'un accord avec les locataires. Puisque du coup, dans votre projet et dans l'étude de faisabilité aussi de l'installation, les locataires ont contribué au coût de l'installation, c'est ça? Alors, les locataires contribuent à deux titres. D'abord, locative.
puisque il y a des coûts de maintenance et d'entretien de l'installation qui sont modestes, hein, qui sont à peu près d'une soixantaine d'euros par an et par logement, c'est-à-dire à peu près 5 euros par mois. Et ça, c'est nécessaire pour faire fonctionner l'installation. Puis par ailleurs, sur le financement du coût d'investissement, on s'est posé la question sur la façon dont on pouvait présenter ça et on est parti locataire, après discussion avec eux, sur l'idée qu'on aurait une prise en charge partagée pour moitié entre bailleurs et locataires de la répercussion du coût d'investissement. Donc on est à un coût modeste pour les locataires qui est de moins de 3 euros par mois et par logement en termes d'augmentation de loyer. Mais pour nous, il était important de ne pas vendre du rêve aux locataires sur une démarche expérimentale sans avoir fait toute la démonstration qu'ils en tireraient un bénéfice au final. Donc, cette augmentation de loyer, on a décidé de ne l'appliquer qu'après 3 ans de fonctionnement de l'installation, si on pouvait effectivement apporter cette démonstration au final, le bilan est positif, le bilan financier de l'opération est positif pour les locataires. Donc, quand on fait le bilan, juste en termes de coût, là, 60 euros par an pour les charges, à peu près, on va dire 35 euros d'augmentation de loyer par an. On est, vous voyez, déjà surtout autour de 90 euros par an, pardon. Donc, la promesse client qu'on a faite, c'est que le locataire, sur la durée de vie du projet, il fallait il a promis qu'il ferait 100 euros d'économie par an sur sa facture d'électricité. Donc, il faut que la promesse soit tenue. Évidemment, on vise d'avoir en net, hein, si on veut 100 en net, il faut qu'on ait 190 euros d'économie par an sur la facture. Et c'est l'équation qu'on s'est attaché à résoudre. Donc, un participant pose la question de est-ce que l'énergie est vendue aux locataires? En fait, ce n'est pas le cas. C'est vous qui êtes… allez-y. Oui, non, on ne vend absolument pas d'énergie. On produit de l'énergie photovoltaïque qui est injectée directement dans les logements avec un mode de fonctionnement d'un point de vue technique. Je laisserai Jérôme et Florian développer ce point-là, mais sur le fonctionnement, on se sert des ballons d'eau chaude comme de tampons finalement, comme stockage de l'énergie qui est produite en journée et qui n'est pas nécessairement consommée sur la même période. On voulait s'économiser la mise en place de batteries qui permettent de stocker l'énergie produite. Et finalement, les décalages entre les périodes de production et les périodes de consommation, la difficulté est contournée par le fait qu'on a un système de pilotage qui est automatique sur l'installation, qui permet de détecter quand les ballons d'eau chaude ont besoin d'énergie pour préchauffer, pour se mettre en température, à partir de l'énergie solaire et qui ne vient pas effectivement pomper sur l'électricité sur le réseau à ce moment-là. Voilà. De façon extrêmement prosaïque, pas terme technique, et je laisserai Jérôme et Florian, si nécessaire, le compléter. Peut-être, effectivement, il y a une question. On parle bien des communs et des logements sur l'autoconsommation, autant sur du coup les communs, les logements individuels en électrique et finalement l'eau chaude sanitaire, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, on est les points de, on va dire les adhérents à la solution d'autoconsommation sont les 100 logements, les 100 locataires. Je parlais d'accord collectif tout à l'heure. L'accord collectif a été signé avec 94% des locataires ont approuvé la consultation qu'on a lancée. C'est remarquable. Moi, j'avais jamais vu ça sur un projet sur un projet de quelque nature que ce soit, sur une réhabilitation ou autre. Donc, c'est avec un taux de participation très élevé de plus de 70% à la consultation. Donc, ça, c'était très important aussi. Et moi, je n'imaginais pas de pouvoir partir sur un projet comme celui-ci si on n'avait pas une adhésion vraiment massive. Donc, ça, c'était important pour nous de pouvoir avoir cette appui-là. Ensuite, effectivement, sur le fonctionnement de l'installation, on veut bien effectivement, on veut faire des choses simplement. Il y a 104 points de raccordement. Enfin, il y en a je ne l'ai pas dit, mais il y a 5 allées sur ce bâtiment-là. Il y a 3 points d'injection. Donc, en fait, concrètement, il y a les 100 logements qui sont raccordés. Il y a les services généraux de chacune des allées, de chacun des bâtiments, les services communs, l'éclairage des communs. On n'a pas d'ascenseur sur cette résidence, mais sinon, on est beaucoup alimenté en principe. Tout ce qui est moteur de VMC et autres. Et puis, on a également un point de recharge de véhicules électriques qui est raccordé au système. D'accord.
Peut-être poser la question aux installateurs. J'ai des questions organisationnelles qui remontent sur. Monsieur Curtil précisait bien qu'en fait l'installation et finalement l'investissement a été partagé en deux entre le bailleur et les locataires et puis après réparti entre les locataires, ainsi que l'entretien. Du coup, j'ai différentes questions par rapport on va dire à l'installation, c'est-à-dire comment ça a pu se mettre en place, quelle relation aujourd'hui avec ce qu'on appelle du coup la PMO et en particulier avec le bailleur. Est-ce que c'est vous, installateur, qui suivez du coup aussi l'entretien et est-ce que vous avez une équipe dédiée ou une relation particulière avec les locataires pour justement faire cet entretien, avoir cette continuité sur les répartitions, etc. Oui, alors c'est donc le groupe EDF qui s'occupe du bon fonctionnement de l'installation, avec un volet qui est effectivement maintenance des panneaux photovoltaïques. Mais bon, Florian pourra vous détailler. Ce sont des choses très très classiques. Après, le point innovant de cette installation, c'est le système de pilotage des ballons d'eau chaude. Comme l'a dit Philippe, ça permet de resynchroniser les consommations et les productions. Et donc, ça permet de maximiser le taux d'autoconsommation et donc de pouvoir faire profiter au maximum les locataires du PV. Alors ça, c'est un système qui est expérimental, un système prototype, et donc sur lequel on continue là, et on a beaucoup progressé. On est en train de le caler, et ça nécessite évidemment des interventions jusqu'à ce que le système soit complètement industriel. Alors pour ce qui est des relations avec les locataires, donc c'est plutôt à la main du logiciel Semnol. Je vais laisser Philippe compléter. Nous, comme on a quand même on a beaucoup travaillé en fait sur les économies d'énergie. Et on a pas mal d'expériences d'animation notamment sur ces sujets-là. Donc on a organisé des ateliers qui ont permis aux locataires de se sensibiliser aux économies d'énergie. Il ne faut pas oublier qu'il y a un effet rebond. À partir du moment où on se dit ah tiens, on a de l'énergie solaire et puis elle est entre guillemets gratuite, et ben alors du coup on va pouvoir peut-être consommer un peu plus, moins se priver, etc. Bon. Et donc ça c'est un effet, l'effet rebond qui est assez connu, et il est vraiment nécessaire de faire une sensibilisation pour éviter que si on veut vraiment avoir ces 100 € d'économie par an, si les gens consomment un peu plus, ils ne vont pas les avoir. Donc, il faut vraiment les sensibiliser et leur expliquer. Il y a des gestes simples qui permettent de maîtriser sa consommation. Peut-être. Allez-y, vas-y, Florian. Bonjour. Donc, Florian Nubler, EDF-NR. Je vais juste ajouter 2-3 points à l'explication de Jérôme. Par rapport à la maintenance, donc il y a un contrat de maintenance, ça veut dire qu'on a une équipe dédiée qui est dans l'agence immobilière qui vient pour faire le nettoyage. On a également un centre de télésurveillance qui contrôle que l'installation fonctionne bien et qu'il n'y a pas de souci au niveau des entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pour tous les grands projets B2B. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien établi. Et le troisième petit ajout que je voulais faire, c'est par rapport à la solution de piloter le ballon d'eau chaude. C'est quelque chose, il y a une offre standard qu'on fait pour des clients particuliers, donc ça s'appelle Use, et c'est très bien maîtrisé. On fait ça depuis 2016, quand on utilise le ballon chaude de la personne pour vraiment optimiser les taux de consommation. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici pour logiciel Nol, c'est vraiment pas piloter un seul ballon, on pilote les 100 ballons de tout le logement et on fait la coordination au niveau d'une clé que tout le monde profite de la même manière de la production solaire. Et cette coordination, la communication des différents ballons entre eux, ça c'est vraiment qu'est-ce qu'on a fait en prototype. Donc ça c'est les projets où on a mis beaucoup de temps pour faire les algorithmes qui sont nécessaires et également
les faire d'une façon industrielle. Donc, c'est comme Jérôme et Philippe ont dit, on a appris en marchant. Donc, il y a des améliorations qui sont amenées. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où la production est assez bien contrôlée. Donc, c'est juste pour ajouter ces 2-3 petites Merci informations beaucoup. supplémentaires. Philippe, dernière question et puis après on laisse, on reviendra et on va passer au deuxième témoignage. J'ai des questions sur, vu que vous vous êtes lancé sur une PMO actuellement, donc personne morale organisatrice avec les locataires du coup qui sont on voit bien qu'on a parlé de la sensibilisation à on va faire un projet chez vous, à le fait d'être en lien avec des personnes qui disent en quoi ce projet peut nous être utile et donc les personnes s'impliquent, donc vraiment de la participation. Vous avez parlé de concertation et la personne morale organisatrice, elle amène carrément la codécision, c'est-à-dire que en tant qu'adhérent de la personne morale organisatrice, ils peuvent être à même justement aussi de participer à comment on répartit cette énergie autoproduite entre l'autoconsommé. Et donc, j'ai des questions des participants sur un petit peu comment ça se passe et est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez la possibilité de devenir, en tant que bailleur PMO unique, est-ce que vous reviendriez sur votre choix ou est-ce que justement, il y a des plus-values autres que simplification juridique qui font que pour vous, c'est intéressant de garder ce mode d'organisation aujourd'hui? Le plus complexe, c'était finalement de mettre en place cette organisation-là et de conduire. Aujourd'hui, on lancerait ce projet-là, on serait PMO directement et on se contraindrait pas, on ne s'astreindrait pas à créer cette PMO sous cette forme-là. Maintenant qu'elle est existante, on voit qu'elle a un atout quand même assez majeur, c'est qu'on est en contact, on peut être facilement, par le biais des assemblées générales conduites dans le cadre d'une association, classiquement, on va rediscuter au fil du temps et de l'eau du mode de répartition. Alors, on l'a pas dit, mais le mode de répartition, j'ai vu dans les échanges qu'il y avait eu, et c'est assez central, c'est important de le dire. Jérôme l'a esquissé dans sa réponse. On disait qu'on a vraiment pour volonté de conduire et pour améliorer aussi et jouer un effet de levier important sur la diminution des dépenses d'électricité que les locataires ont. Il faut qu'on joue à fond sur les économies d'énergie ou sur la maîtrise des dépenses d'énergie que les locataires ont chez eux. Partant du principe que l'énergie la moins chère, c'est le kilowattheure qu'on ne consomme pas, qu'on économise. Voilà. Donc, on voulait effectivement pouvoir transmettre de l'information, de la sensibilisation forte et communiquer auprès de gestes simples. Les locataires ont organisé avec eux des groupes de travail qui travaillent sur des messages à diffuser à l'ensemble des locataires, et ça, c'était important. Et puis alors, sur les clés de répartition, on avait imaginé, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de très simple. On dit on produit et on répartit l'énergie produite au prorata des consommations réelles des logements. Sauf que ça a un effet pervers, c'est que finalement, plus vous consommez d'électricité, plus vous avez droit à une part de photovoltaïque gratuite. Donc ça, on a rapidement écarté cette solution-là et on est parti sur quelque chose qui nous est beaucoup plus familier, nous, dans le monde HLM, c'est on répartit en fonction de tantièmes qui sont tellement la surface du logement, de la même manière qu'on répartit les charges locatives, et ça détermine effectivement une quote-part, un droit de puisage de chaque locataire sur la quantité d'énergie produite par le photovoltaïque. En fonction une quantité, une proportion donnée qui, en fonction de tout ce qui est produit, donne droit à une quantité. Et donc, les modules électroniques qui sont installés dans chaque logement et qui permettent de gérer le besoin en énergie du ballon d'eau chaude ou pas, est directement corrélé avec cette donnée-là de droit de puisage, de quantité d'électricité qui dépendent de la décision initiale de la personne morale organisatrice. Donc ça, pour le coup, c'est aussi piloter, regarder, bailleurs et locataires, donc autoconsommateurs. Et puis, ça veut dire aussi qu'avec la PMO, la associative, vous pourrez ajuster le tir en temps voulu, suivant justement la forme de justice que ça propose et si elle est toujours acceptable dans le temps. Ouais, alors pour être tout à fait honnête aussi, on sent qu'il y a plus d'investissement et d'implication des locataires et des bénéficiaires de la solution sur la réflexion autour des éco-gestes, des actions de maîtrise de l'énergie, que sur le fonctionnement même de la PMO et la définition des modes de répartition. Ils se sont peu impliqués sur le
sujet aujourd'hui, notre enjeu aussi, c'est de bien leur montrer s'il y a une solution plus profitable, là, elle sera mise en œuvre, mais elle sera plus profitable à certains et peut-être moins à d'autres. Là, on est sur quelque chose qu'on sait gérer au niveau du mode de répartition, qui est assez commun finalement et qui marche bien. J'ai vu, je me fais juste effectivement, parce que je vois qu'il y a des certain nombre de questions qui sont arrivées en cours de route, on ne l'a pas dit, mais l'objectif visé, c'est bien effectivement de ne pas avoir d'électricité à réinjecter dans le réseau, donc d'être sur un taux d'autoconsommation à 100%. Et vous faites de la vente de surplus quand même ou pas? On n'a pas eu besoin de le faire et l'installation est aujourd'hui dimensionnée pour ne pas avoir à le faire. C'est-à-dire qu'on a 100% de ce qui est consommé, de ce qui est produit sur place et consommé sur place. Et ce qui nous permet finalement de ne pas avoir de réinjection dans le réseau et de revente d'énergie, c'est d'avoir un taux de couverture de l'installation qui est calibré pour être à 20% des besoins totaux de la résidence. Et on aurait pu viser 40 ou 50%. On avait de la place sur les toits pour mettre peut-être davantage de panneaux, mais ça nous aurait conduit à vraiment revendre de l'énergie, ce qui n'est pas du tout le but de ce projet-là. C'est de voir effectivement le dimensionner comme il faut pour pouvoir couvrir une part significative des besoins en électricité de la résidence et des différents usages qui existent, mais pas aller au-delà, parce que notre vocation, ce n'est pas d'être fournisseur, d'être producteur, revendeur d'énergie, c'est pas ça. Oui, alors bon, sur la CSPS et les taxes. C'est quoi CSPS? Est-ce que vous pouvez préciser? La contribution au service public de l'électricité, c'est une taxe sur l'électricité consommée. C'est ça le point important. Normalement, cette taxe, elle est collectée par le fournisseur et elle est ensuite reversée par le fournisseur à l'administration fiscale. Alors, pour l'énergie qui vient du panneau PV, cette énergie, elle est bien consommée par les locataires, mais elle n'est pas apportée par un fournisseur. Et là, c'est donc c'est le producteur qui s'occupe de la collecter. Et c'est donc le logis Sevenol qui le collecte. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour faciliter la gestion, alors cette collecte des taxes, mais aussi les entrées et les sorties de locataires, il y a environ 10 mutations par an. Nous avons développé un système d'information dont se sert le logis Sevenol pour faire toutes ces opérations-là et qui va prendre en charge notamment toutes les relations avec Enedis, par exemple les envois de mails automatisés pour signaler qu'un locataire arrive ou est parti et donc que le périmètre est changé. Et ça permet aussi d'envoyer les clés de répartition, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc ce système va permettre notamment de faciliter et le calcul des taxes et ça permet à Logis Sevenol de faire sa déclaration plus facilement. Voilà, alors sur l'aspect, est-ce qu'il y a des pertes? Je suppose qu'il s'agit de la question doit porter sur l'équilibre financier, je suppose. Hein. Enfin, je dis quelques mots et puis après je te passe la parole, Florian. Hein. Oui. C'est clairement un projet tête de série. Un projet tête de série dans lequel les coûts qui sont répercutés, qui sont imputés sur le projet, c'est classique pour un projet tête de série, c'est ce qu'on imagine être les coûts pour un projet qui serait complètement industriel. Et la partie démarche, on apprend l'aspect expérimental, l'aspect R&D, c'est pris en charge par EDF et aussi par EDF ENR au titre justement de l'innovation, ce qui va nous permettre après de réussir les projets après en mode complètement industriel. Hein. Donc Florian, si tu veux compléter. Non, je suis complètement d'accord avec toi. On a gagné beaucoup d'expérience au niveau d'agents pour ce premier projet. On ne va pas se retrouver, c'est normal, parce qu'on a eu du temps d'ingénierie de la R&D qui est très élevé. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une offre standard, de proposer cette même solution à des autres bailleurs. Et là, on va avoir un retour d'expérience et un retour d'investissement qui est intéressant. Mais le premier projet, c'est très rarement rentable pour la société. Après, ce n'est pas une perte dans le sens, tout ce qui est matériel, tout ça, c'était bien vendu. C'est vraiment le temps d'ingénieur supplémentaire qu'on a eu besoin pour mettre en place les différentes solutions, de tester, d'apprendre, où on ne se retrouve pas avec un seul projet.
Moi, mon travail, c'est d'accompagner les locataires dans la maîtrise de leur consommation via leur comportement et via l'installation de ce matériel économe d'énergie. Et la connaissance aussi de ce que ça peut être un suivi de consommation. Donc, ça a été proposé dans le même temps sur le logement, donc, sur lequel va être installé les panneaux photovoltaïques de consommation collective. Et cette mise en parallèle a donné lieu effectivement à des temps d'animation collective qui ont permis de faciliter la pose des équipes, qui ont permis effectivement de faire des échanges sur ce qu'est l'autoconsommation collective. Après, c'est vrai qu'ils ne s'intéressent pas forcément techniquement à cette installation, mais ils s'intéressent plutôt à ce que ça va leur apporter en termes d'intérêt. Et nous, il nous reste toute la phase, effectivement, quelle position ils peuvent avoir dans la suite de l'aventure en tant que locataire. Et du coup, peut-être préciser, nous sommes face à un exemple particulier puisque nous sommes face à une résidence étudiante. Ouais. C'est des étudiants qui ne restent pas plus de 2 ans, justement. Et donc, ce projet que tu accompagnes, Anne, en fait, tu fais cet accompagnement sur tout le territoire de la communauté de communes avec une 60aine de foyers. Et ça a commencé tout simplement par du porte-à-porte en allant discuter avec les habitants une fois que Yves, cette intention de partir de Dynacité sur l'autoconsommation. Alors oui, donc pourquoi on veut faire de l'autoconsommation à Dynacité? Donc la démarche, elle est très très semblable à ce qu'a pu faire, ce qu'a pu présenter Philippe Curtil pour Logiciel Nol. C'est-à-dire on isole d'abord nos bâtiments, on essaye de réduire les besoins énergétiques toujours pour nos locataires, et on arrive à un schéma en se disant est-ce qu'on peut faire plus, et finalement on aimerait bien via poser des panneaux photovoltaïques ou faire une production d'électricité renouvelable ou de la cogé, peu importe, fournir de l'électricité moins chère à nos locataires, voire leur donner, et donc leur permettre encore une fois de réduire leur reste à charge et d'avoir un moyen supplémentaire pour travailler sur la précarité énergétique. Donc avec cette idée de base Dynacité, on a vu un peu ce qui pouvait se passer autour de nous. On a voulu tester l'autoconsommation collective parce qu'on sentait que le photovoltaïque avait du potentiel pour ce sujet. On a choisi au départ une petite installation, un petit bâtiment à Ambérieu-en-Bugey parce qu'on souhaitait commencer petit. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que… Excusez-moi pour la mise en scène. Au moins, ils entendent la voix. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait travailler avec d'autres personnes parce que nous, on avait nos idées préconçues, on avait nos volontés, mais on se heurtait face à plein d'inconnus. Et quand on est face à plein d'inconnus, mieux vaut se mettre avec beaucoup de personnes autour de la table pour essayer de trouver des solutions plus vite et qui soient reproductibles. Et c'est là que sont arrivés Hélène, Aline, Bassam, EDF. On s'est mis tous ensemble autour de la table et on a commencé à réfléchir. Chacun a apporté ses compétences qui venaient surtout, pas de Dynacité, mais des autres opérateurs. Et enfin, on a pu commencer à établir un projet ensemble, à savoir poser une installation de 15 kW sur la toiture d'un foyer logement. Donc, c'est une résidence étudiante, comme l'a dit Hélène. Donc, c'est 48 petits logements, mais c'est 48 chambres finalement, qui sont toutes alimentées en chauffage et en eau chaude individuelle électrique. Donc, la petite installation de 15 kW, finalement, elle va pouvoir sûrement faire entre 10 et 15% de la consommation globale du bâtiment. Bâtiment récent, déjà isolé, voilà. Donc, le photovoltaïque, c'est vraiment le petit plus. Et à partir de là, on a commencé à finalement travailler avec les collègues et partenaires pour savoir comment on peut mettre tout ça en branle et surtout la question de je produis de l'électricité renouvelable photovoltaïque sur mon bâtiment, quelle est la meilleure solution pour en faire bénéficier à mes locataires de la moins chère des façons possibles. C'est-à-dire que je vais forcément avoir des frais d'entretien, des frais de répartition, comme l'ont dit Philippe et EDF auparavant. Comment je peux essayer de minimiser ça, moi en tant que PMO, pour que les locataires puissent bénéficier un maximum de cette électricité renouvelable et peu chère. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, au niveau des remontées des questions, c'est que c'est triché, c'est des questions même de, de Dinacité. Donc, je vais me permettre du coup de faire le lien avec les autres intervenants, mais vous pouvez nous reposer la question, enfin vos questions vis-à-vis de Dinacité ou de l'association d'habitants sur l'accompagnement aux éco-gestes. Il y a une question fondamentale qui est quand on a beaucoup, finalement, on a une situation un petit peu extrême au sens où la question va se poser beaucoup, c'est le renouvellement des locataires. Qu'est-ce qu'on leur fait signer? Est-ce qu'il faut leur faire signer quelque chose? Voilà, quelle est cette relation un petit peu de permanence et d'accompagnement? Du coup, je vais proposer à EDF, mais aussi à Rémi Denogrid et à Alexandra de nous rejoindre en caméra, si vous voulez bien, parce que du coup, c'est la partie conseil et accompagnement. Voilà. Que peuvent faire du coup différentes entreprises. Et donc du coup, on peut peut-être commencer par Alexandra, si tu es avec nous. Vous avez fait un accompagnement avec Solia Aveyron. Est-ce que tu peux justement, en utilisant l'expérience de Solia Aveyron, nous expliquer aujourd'hui comment on accompagne dans la relation, on va dire, administrative, locataire et bailleur pour justement permettre cette autoconsommation collective. Donc le projet en question, il est porté par Solia Aveyron, qui est une association d'économie solidaire. Texol a accompagné l'opération en phase faisabilité et AMO. Et c'est une spin-off de Texol qui s'appelle Sunshine qui s'occupe de la gestion énergétique de l'opération, qui se tient dans un immeuble existant de 20 logements et parties communes, en sachant que dans le même ensemble immobilier, il y a le siège des bureaux de Solia Aveyron. Ça se déroule à Honnay-le-Château, dans la périphérie de Rodez. Alors, dans le bâtiment, pour la partie logement en particulier, les principaux postes de consommation énergétique, donc ECS, chauffage, cuisson, sont assurés par le gaz. C'est à noter parce que ça fait une différence avec le projet de logiciel 9, par exemple, qui nous a été présenté tout à l'heure. Et on est parti sur une installation photovoltaïque qui comprend en fait 2 générateurs, un en autoconsommation individuelle pour la partie bureau, qui fait 20 kW-crête, et un en autoconsommation collective, raccordé en vente du surplus, qui fait 9 kW-crête pour la partie logement et commun. Et c'est un point important parce que c'est la mutualisation, autoconsommation individuelle et autoconsommation collective, qui permet d'arriver à un bilan économique relativement tenable. Le coût d'investissement dans la centrale, il a été de 53 kg avec un temps de retour de quelques 11-12 ans, et sachant que ça a été pris en charge essentiellement par Solia Aveyron, il n'y a pas de subvention publique sur ce projet. En termes de montage juridique, organisationnel, on a un producteur qui en fait habite les 12, c'est-à-dire un adhérent de l'association Solia, et la PMO, c'est Solia. L'opération a été pensée, enfin l'étude de faisabilité a été réalisée en décembre 2017, et la convention d'autoconsommation collective a été signée en avril 2019, donc il a fallu quand même un temps de maturation et de mise en œuvre surtout assez conséquent, mais Solia Aveyron fait partie des premières opérations comme le JCNOL, d'autoconsommation collective en France, donc on peut le mettre sur le compte du cadre expérimental. Que vous dire, le taux d'autoconsommation, il est de 86%, donc moindre que pour le JCNOL, mais c'est un taux quand même important qu'on a obtenu grâce au foisonnement des profils de consommation. Le taux d'autoproduction étant lui, donc le taux de couverture des besoins électriques par le solaire étant lui de près de 30%, 27%, ce qui est important et ce qui est donc supérieur par rapport à celui de logiciel. Je me permets de faire une comparaison avec un autre projet parce que je pense que c'est intéressant de voir les différences et de les expliquer. Donc là, on a un surplus sur cette opération.
Et l'acheteur de ce surplus responsable d'équilibre, c'est Enercop qui pratique un prix d'achat à peu près égal au tarif de l'obligation d'achat. La fourniture solaire aux locataires, là aussi, ça fait une différence avec le JCVNOL, elle est sur une base de gratuité. Ce qui amène sur cette opération une question liée à la collecte des taxes. On parlait de la CSPE tout à l'heure. Voilà, sur l'opération solaire Aveyron, quiz de la collecte de la CSPE, en sachant que c'est la seule ligne, pour la faire simple, la seule ligne qu'il y a sur la facture, puisque la part fourniture est à 0 et que le tarif d'acheminement d'électricité pour le réseau et pour le solaire est prise par les fournisseurs réseau des locataires. Donc il faut trouver des solutions intelligentes pour aider le bailleur sur ce point. La répartition, élément important aussi, on l'a évoqué, l'autre projet, ici elle est dynamique en temps réel, c'est-à-dire que toutes les demi-heures, les locataires peuvent suivre leur consommation par rapport à la production et il y a une interface pour ça, avec une partie de l'interface qui est réservée à la PMO pour avoir une vue d'ensemble de l'opération. Cette répartition dynamique au prorata, elle a été faite, gérée par Sunchain, avec le recours à un outil technologique qui est la blockchain et qui est un outil pour apporter de la confiance et de la transparence dans la répartition entre les locataires, et donc ça me permet d'arriver sur ta question, Hélène, le sujet de l'appropriation du dispositif par les locataires et les bailleurs, elle est importante et qu'il y a une réelle, surtout dans le logement social, une réelle attente sur la notion d'équité dans la répartition. Alors pour cette partie justement sociologique, disons, on a fait intervenir sur Solia Aveyron un sociologue, la société ISEA, et on l'a fait dans le cadre du projet Digisol, qui est un projet financé par les investissements d'avenir et opéré par l'ADEME. Et donc, un certain nombre d'enseignements peuvent être tirés de cela. D'abord, 2 mots sur la méthodologie. Il faut savoir que le maître d'ouvrage n'a pas attendu l'adhésion des consommateurs pour lancer l'étude et la maîtrise d'œuvre du projet photovoltaïque au départ. Déjà parce que le projet au départ devait être essentiellement en autoconsommation individuelle. Finalement, la réflexion s'est menée au moment où le cadre de l'autoconsommation collective au niveau réglementaire est sorti, et donc est arrivée l'opportunité de faire une partie en autoconsommation individuelle, une autre partie en autoconsommation collective, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la phase, en tout cas, d'études et de maîtrise d'œuvre jusqu'à un certain point a été effectuée en supposant que l'ensemble des habitants allaient participer et arrivé au moment où il a fallu obtenir des consentements nécessaires à la procédure de mise en œuvre de l'opération d'autoconsommation collective prévue par l'EDIS, notamment les consentements à participer à l'opération même. Mais finalement, le maître d'ouvrage à cette étape-là n'a pas eu trop de difficultés parce qu'il a pu s'appuyer largement sur la référente aux affaires sociales d'Habité 12, qui est chargée de la relation proximité avec les locataires sur tout un tas de sujets. Et donc, le PV est arrivé comme un sujet parmi d'autres et le consentement à participer à l'opération s'est fait comme ça. Par contre, il a fallu, et c'est là que le travail d'ISEA, le sociologue, a été intéressant, il a fallu bien expliquer cette notion de répartition, au-delà du fait qu'il y avait donc des panneaux solaires sur le toit de l'immeuble. Et pour cela, il y a eu 3 formats d'échange sur à peu près 1 an et demi. Un format d'entretien individuel, près de la moitié en gros des 20 logements de la résidence, donc des ménages de profil variés, actifs, inactifs, plus ou moins anciens dans la résidence, etc. Donc, un premier format entretien individuel, un deuxième format atelier collectif, où les habitants et le bailleur social, l'assistante sociale, Sunchain et
les sociologues ont pu interagir. Et puis, on est en train de mettre en place, là, après presque un an après un an de mise en service de l'installation, une nouvelle série d'entretien, donc c'est la troisième phase, à la fois auprès des ménages qui avaient déjà été interviewés et de ménages qui n'avaient pas été, pour voir comment l'opération est perçue avec un peu de recul. Alors, les enseignements qu'on a à ce stade, on a des enseignements sur l'acceptabilité, on va dire, du dispositif PV et répartition avec blockchain, et puis quelques enseignements aussi sur la logique de report des consommations, le phasage des consommations avec la production. Donc, d'abord sur la solution de répartition. J'ai dit que les locataires avaient assez rapidement donné leur consentement à participer à l'opération. C'est en fait, ça n'a pas été non plus un fleuve tranquille. Et je vous donne un élément intéressant. Les locataires ne voient pas les panneaux solaires qui sont sur le toit de l'immeuble. Donc, ce dont on leur parle n'a aucune matérialité pour eux. Ce qui fait qu'il a quand même fallu bien remettre en contexte le fait que la répartition de l'énergie solaire dont on avait parlé portait sur les panneaux solaires qui étaient sur l'immeuble, ça ne faisait qu'un. Et donc cette notion de répartition, très vite, elle amène des questions type est-ce que je vais avoir ma juste part de l'électricité produite? Ou alors, les locataires rapidement se disent puisqu'on parle de répartition, c'est que j'ai un droit à l'énergie produite et que je dois donc exprimer ma vision du sujet. Donc, voilà, cette notion de répartition peut rapidement cristalliser des points de vue divergents. Et c'est là que le travail du sociologue a été très important et intéressant pour expliquer que la solution de répartition qui était proposée pouvait justement permettre l'équité de traitement entre les participants. Je te coupe, Alexandra. On voit du coup dans les 3 retours d'expérience que finalement, on ne peu importe le choix organisationnel de la place du consommateur locataire, on voit que il y a toujours un moment la nécessité d'être dans la co-construction de solutions et surtout de compréhension du système, de son droit ou de sa place, du rôle que peut chacun jouer. On voit que on a finalement affaire à plusieurs expériences avec des cas différents, avec peut-être de la sensibilisation en amont, de la participation en amont, ou plutôt quand on rentre un petit peu plus dans le concret. À la réponse à la question de finalement techniquement comment on s'y prend, on voit que dans le cadre de l'OGCF NOL, mais même avant avec Solia Aveyron, il y a l'envie ou la possibilité de s'entourer et la nécessité d'ailleurs de s'entourer de compétences complémentaires qui aujourd'hui sont extérieures, mais peut-être demain elles feront partie on va dire, des équipes des bailleurs sociaux. Donc Rémi Bastien, cofondateur de Enogrid. Donc nous, pour remettre un petit peu en contexte le cadre de mon intervention, Enogrid, on est une société qui accompagne les porteurs de projets à développer et ensuite exploiter leur opération d'autoconsommation collective. Et dans ce cadre-là, on a actuellement 2 expériences en cours avec des bailleurs sociaux, une en région parisienne avec la RIVP, c'est pas celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui, et l'autre qui est avec l'OPH de La Rochelle, en lien, sur laquelle on travaille dessus en lien avec GRDF. Donc GRDF, pourquoi? Parce qu'en fait, cette opération elle a la particularité d'avoir une source de production non pas photovoltaïque, comme aujourd'hui la très très grande majorité des projets d'autoconsommation et d'autoconsommation collective en France, mais la source de production, elle vient d'une centrale de cogénération. En fait, l'idée du bailleur, était de vouloir avoir un projet d'expérimentation autour de l'autoconsommation collective. Et il y a eu un petit peu un effet d'aubaine d'une résidence où il y a actuellement une centrale de cogénération en autoconsommation
individuelle sur la partie chaufferie qui se trouve être un petit peu surdimensionnée avec un taux de consommation partie électrique de 50% seulement. Et donc est venue l'idée avec GRDF de la passer en autoconsommation collective. Donc ce projet-là, il est un peu moins avancé que les exemples qu'on a vus précédemment parce qu'il est en cours. Donc, je vais vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est et quelles seront les prochaines étapes. Donc aujourd'hui, le travail qui a été fait avec le bailleur et avec GRDF, c'est d'estimer un petit peu, de modéliser ce que serait cette opération d'autoconsommation collective et qu'est-ce que serait aussi le gain pour les locataires. Le but étant par la suite d'enclencher les discussions avec les instances représentatives des locataires pour les convaincre et pour switcher ce projet d'autoconsommation individuelle en autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, on est sur une production d'à peu près 60 MWh. Comme je l'ai dit, avec un taux d'autoconsommation de 50%, et en passant en autoconsommation collective sur cette résidence où il y a une centaine de logements, on passerait donc à un taux d'autoconsommation de 96%, et le gain économique pour les locataires serait estimé de entre 50 et 60 euros par appartement par an. Donc, ce qui est intéressant, notamment parce que il n'y a pas d'investissement à faire côté bailleur, vu que la centrale existe déjà. Et en plus, grâce à ça, son installation sera beaucoup mieux valorisée. Donc, maintenant que cette étape, un petit peu cette étape de validation sur l'intérêt technico-économique est faite, la prochaine étape est donc d'aller discuter avec les locataires. Donc, ça a été un petit peu reporté pour cause du Covid, les différents échanges qu'on aurait pu avoir. Et là, ça va reprendre courant de cet été à la rentrée, avec avec plusieurs points de vue. Déjà, on voit qu'il y a un besoin de pédagogie et de sensibilisation autour des enjeux de l'autoconsommation collective des équipes internes du bailleur, pour qu'elles puissent bien appréhender le sujet, bien se l'approprier, afin de l'expliquer au mieux aux locataires et de le présenter de manière pertinente et correcte. Donc ça, c'est le travail que fait aussi Enogrid. On accompagne vraiment les porteurs de projets dans ce sens-là, que ce soit dans les supports de communication, dans l'accompagnement aux réunions et autres. Et ensuite, une partie intéressante qui est remontée de ce projet, c'est qu'à la suite, pendant l'exploitation, le bailleur nous a bien demandé qu'il voulait aussi intégrer une notion de sensibilisation des locataires pendant toute la partie exploitation de l'opération. Donc, il ne peut pas seulement se limiter à fournir gratuitement l'électricité aux locataires, mais il veut en profiter pour adosser là-dessus toute une partie de sensibilisation autour de la maîtrise de l'énergie. Et donc là-dedans, Enogrid, nous, on va intervenir par la mise à disposition d'un outil pour la phase d'exploitation qui va tout d'abord aider le bailleur à gérer son opération de manière en termes de suivi technique et suivi administratif. Et ensuite, chaque locataire aura également sa propre interface où il va pouvoir voir sa consommation totale, ce qui vient du réseau, comment il se situe par rapport aux autres participants, sa part de répartition de l'électricité et toutes ces choses-là, et toute une batterie de conseils autour de la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a bien identifié, et pas seulement sur ce bailleur, c'est cet intérêt d'utiliser l'autoconsommation collective comme un projet un peu plus global de transition énergétique à travers lequel le bailleur peut faire des participations. Je me permets du coup de rebondir un petit peu par rapport aussi un petit peu aux dernières questions. Je pense que tu apportes bien cet éclairage du fait qu'aujourd'hui, on voit que ces projets sont complexes et demandent des compétences, qui fait qu'on fait appel effectivement à des structures de conseil et qui vont créer des outils, tu as bien parlé d'outils, de dispositifs, d'applications qui vont faciliter un petit peu tout ça, et demain, ces choses-là s'institutionnaliseront
si c'est mon gros mot, on va dire sociologique à moi, mais ça correspond du point de vue des entreprises, le terme qui était pris par EDF d'industrialiser, c'est-à-dire pouvoir refaire entre guillemets en masse. Je me permets de poser, il nous reste un petit quart d'heure tous ensemble. Je vais poser rapidement un petit peu les dernières petites questions. Il y avait une question pour gratouiller un petit peu et tout simplement, alors c'est à destination, je pense, d'EDF en particulier, puisque vous êtes là le seul installateur présent. Ça dépend du projet. Rémi Donc de GRDF, là, dans les 4 expérimentations qui sont en cours chez nous, chez EDF-ENR, il y a des projets qui ont été faits avec un appel d'offres parce que ce sont des projets avec des subventions de l'Union européenne ou des autres subventions. Donc, on a eu les cas appel d'offres, mais il y a aussi des cas où c'est géré directement avec le bailleur. Ça dépend vraiment de la taille du projet. Si je prends l'exemple des 4 projets qui sont en cours chez nous, on a 3 qui sont plus que 100 logements. Après, il y a le 4e qui est le projet des Dynacité où on est à 50 logements. Donc, c'est vraiment la taille et la situation du bailleur qui fait est-ce que c'est un appel d'offres ou pas. Oui, pour compléter, là, faut dire que pour l'instant, avec les conditions actuelles, les opérations d'autoconsommation collective sont rarement rentables. Hein. Elles peuvent arriver à un équilibre. Alors pour le cas du logiciel NOL, nous avons eu une subvention de la région Occitanie. Oui. Oui. Merci. J'ai une question sur l'investissement. Est-ce que quand les locataires sont investisseurs, on peut dire qu'ils sont copropriétaires de l'installation en panneaux solaires? Il faut que je réponde à ça. J'ai répondu par écrit parce que ça m'a fait sourire, mais ils ne sont pas plus propriétaires de leur logement que quand ils payent un loyer. Donc, en fait, ils payent une contribution à un droit d'utilisation d'une solution qu'on leur apporte. Donc, ils payent un loyer sur une installation qui leur permet de faire des économies. Très bien. Et j'ai une question où je peux répondre en partie pour le projet Dynacité. C'est finalement qui anime, qui finance l'animation et la mobilisation et l'empowerment. Je peux donner juste pour l'association La Cordalier, il y a eu un financement de la Fondation Abbé Pierre qui est présente là dans le webinaire. Je sais que pour Solia Aveyron, il y a eu aussi un financement de leur part puisque c'est un enjeu sur empowerment et lutter contre la précarité énergétique. Peut-être dans les autres cas, vous avez un retour d'expérience qui finance ? Voilà, personne. On reviendra dessus parce qu'Alexandra, tu vas nous faire une petite présentation du dispositif Sol solidaire à l'intention des bailleurs sociaux qui n'est pas forcément sur l'animation, mais peut-être qu'il y a un bout là-dessus. Voilà, il y a des questions techniques sur des ballons, des ondulateurs, etc. Ce qu'on vous propose, c'est que suite à ce webinaire, il y aura probablement un espace forum qui va être ouvert au moins sur le site internet de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne et où vous pourrez proposer ou poser justement ces questions très techniques jusqu'à le type de document ou le type d'ondulateur et ça, ce sera peut-être plus évident. Je me permets, Alexandra, de te laisser la parole sur Sol Solidaire pour présenter un petit peu ce dispositif qui peut être un levier pour l'engagement de bailleurs sociaux demain sur ces enjeux-là. Et puis, on terminera sur une petite question où chacun pourra répondre à la volée, l'ensemble des participants. Je vous invite à y répondre. C'est est-ce que ces dynamiques de participation à l'autoconsommation ouvrent à de nouveaux élans? Des nouveaux élans pour les bailleurs, des nouveaux élans pour les installateurs, des nouveaux élans pour les conseillers ou même pour les locataires. Donc, je vous pose à tous cette dernière question pour conclure. Merci Hélène. Donc, côté Texol, bureau d'études en énergie solaire, on est convaincu que l'autoconsommation collective a de l'avenir, que ça parle à toutes les sphères de la société quelque part. Et
ça me permet du coup de faire la jonction avec Sol Solidaire, puisqu'on s'est rendu compte que ce qui manquait simplement, en particulier dans le secteur du logement social, c'était un coup de pouce financier pour permettre l'équilibre économique des projets d'autoconsommation collective, en particulier donc, dans ce secteur. Et pour régler en quelque sorte la question, on a été à l'initiative d'une association qui s'appelle Sol Solidaire, qui a 6 membres fondateurs. Donc, au-delà de Texol, vous trouvez l'ADEME, le groupe BPCE, Enerplan, l'USH et, j'en oublie évidemment un, le cabinet d'avocats De Gaulle, Fleurance et Associés. Voilà. Donc, cette association a obtenu un rescrit fiscal en début d'année 2020 qui lui permet de mobiliser des dons auprès de mécènes. Ces dons seront donc défiscalisés, à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises, avec les conditions habituelles du régime du mécénat. Et l'objectif, c'est de mettre en face, d'aligner, de phaser, comme on dit dans le solaire, les dons de mécènes et les projets de bailleurs sociaux en autoconsommation collective. Donc, grosso modo, il y a un appel à projet actuellement vers les bailleurs sociaux, par lequel donc, les bailleurs peuvent candidater avec une date de clôture qui est le 21 septembre 2020. Il y a donc un cahier des charges qui a été donc fait avec l'ADEME et reprend les critères habituels, mais avec un peu de souplesse des appels à projets autoconsommation régionaux. Donc, on invite les bailleurs à candidater jusqu'au 21 septembre 2020. En parallèle, la mobilisation des mécènes est en train de se faire. On commence à avoir de grosses promesses de dons. Et fin d'année, on pourra comme ça donner ce coup de pouce par la subvention privée qui manque aujourd'hui un certain nombre de projets pour émerger. Texol s'est rendu compte de ce phénomène en accompagnant beaucoup de projets en phase étude qui, dans assez peu de cas finalement, sortaient en phase chantier. Et c'est par contre ce constat que Sol Solidaire a pu se mettre en place. Voilà, donc c'est le site où il y a toutes les informations dans le détail, notamment l'appel à projet, c'est solsolidaire.fr. Il y a une fois la question, vous pouvez retrouver les réponses aux questions récurrentes. Quel nouvel élan ça donne? Ça donne pour nous, en lien avec la participation, en lien avec les collectivités locales. Voilà, cette histoire-là, qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, je vais prendre la parole rapidement, peut-être, du coup, pour au moins peut-être amener d'autres à réagir. Nous, au niveau de Logiciel Nol, ce que ça apporte, clairement, c'est une dynamique de projet avec les locataires. On a aussi dans nos habitudes de travailler sur des projets de gestion de site, des micro-projets à l'échelle locale pour amener à faire des diagnostics de ce qui peut être amélioré, de ce qui peut fonctionner mieux sur la résidence, de co-construire avec les locataires des solutions adaptées. Et dans ce cadre-là, effectivement, ça a été une autre mise en pratique de cette habitude de travail qui implique les locataires, qui implique nos clients. Et ce qu'on aimerait, effectivement, c'est de pouvoir, après une phase d'analyse de l'expérimentation un peu détaillée et approfondie, de voir si le modèle est reproductible ailleurs concrètement, et cette dynamique-là, qu'on puisse l'appeler. Jérôme Rigbosch l'a dit, l'équilibre économique d'une solution comme celle-ci reste encore aujourd'hui assez difficile. On a été aidé à hauteur de 40% par la région Occitanie et c'est nécessaire à l'équilibre de cette opération qui, malgré tout, quand même, arrive tout juste à s'équilibrer. Mais on va aller sur des coûts aussi qui vont décroître, les coûts des panneaux, etc. Et la maîtrise aussi des solutions qui sont mises en œuvre vont permettre de réduire ces coûts. Donc moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive, mais ça passera aussi par une volonté politique forte, plus forte en tout cas qu'aujourd'hui, de la Commission de régulation de l'énergie notamment, concernant l'application des taxes qui s'appliquent à une solution d'autoconsommation collective.
dirais pour conclure que bizarrement, l'autoconsommation collective, elle est moins aidée que l'autoconsommation individuelle, alors que l'effet de levier est quand même largement plus important et permettrait de répondre à un juste légitime engouement de la part de beaucoup de personnes pour pouvoir arriver à développer plus avant cette solution. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Oui, pour poursuivre ce qu'a dit Philippe, nous, côté EDF, on est persuadé que effectivement cette mise en place de circuits courts, c'est une tendance de fond de société qui à la fois c'est complètement intéressant et puis c'est quelque chose qu'il faut accompagner, hein, continuer à être présent. Alors ce qui est très intéressant, c'est que malgré ce contexte économique un peu difficile, eh bien il y a quand même des projets qui se mettent en place, ça montre vraiment l'intérêt. Et surtout, il y a énormément de créativité. Il y a des modèles, un peu compliqués qui se mettent en place, des idées. Par exemple, le modèle participatif, bon, c'est quelque chose qu'il faut élucider, mais on sent bien que derrière, il y a des considérations juridiques. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire. Une collectivité locale peut mettre en place des panneaux, mais pour l'instant, elle n'a pas le droit de vendre. Bon, il y a des choses comme ça. Donc, on sent que le cadre réglementaire doit évoluer. Et bon, il y a ces choses-là. Et puis, il y a aussi tous les aspects techniques sur le pilotage. Enfin, bon, il y a tout un champ de travail vraiment passionnant, hein, et je pense que ça va vraiment se développer. Merci. Pour poursuivre, donc côté EnoGrid, bien évidemment, l'autoconsommation collective, on y croit, on s'est créé spécifiquement pour ça. Donc nous, ce qu'on voit dans l'autoconsommation collective, c'est vraiment le fait que ce soit un modèle inclusif qui offre la possibilité d'intégrer tout type d'acteurs à des niveaux d'implication variables, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi l'opportunité d'intégrer des consommateurs, notamment les plus vulnérables, qui individuellement, ils n'auraient jamais pu autoconsommer l'électricité et faire baisser leur facture énergétique. Donc c'est là que côté bailleur, ça devient intéressant, notamment dans les immeubles d'habitat collectif. Donc après, pour ouvrir le champ côté des bailleurs, on voit vraiment que l'autoconsommation collective est une solution qui peut leur permettre d'apporter des solutions au niveau de la contribution à la transition énergétique, de la lutte contre la précarité énergétique aussi, et aussi la création d'un nouveau lien social entre les locataires. Et si on peut le résumer en une phrase, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'autoconsommation collective, c'est la transition énergétique au service du pouvoir des locataires. Pouvoir d'achat des locataires. Pardon. Merci. Alexandra ? Alors, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Sol Solidaire. Je crois que c'est vraiment la preuve de la conviction de Texol et de ses partenaires dans cette association, hein, que l'autoconsommation collective a un avenir, en particulier dans le secteur du logement social. Il doit en avoir un vrai rôle à jouer. Je pense qu'il y a aussi comme sujet d'avenir pour nous tous celui des communautés énergétiques qui sont en train de se mettre en place à l'échelle européenne et en France désormais. Et donc, il faudra voir comment l'autoconsommation collective s'insère dans ces nouvelles communautés qui auront sans doute une vocation plus large, qui auront l'autoconsommation collective parmi différents outils à leur portée. Et donc, je rejoins ce qui a été dit sur le travail passionnant qui nous attend sur la dimension participative. Et pour conclure l'aspect participatif, je vous propose de laisser les deux derniers mots donc à Yves de Dynacité sur quel élan ça donne et un petit peu ce projet-là. Et le dernier mot à Bassam qui nous a rejoint, qui est un habitant impliqué et qui porte justement l'association La Cordelier sur la précarité énergétique et qui n'y est pas pour rien pour que ce projet d'autoconsommation est arrivé sur le territoire en Berrieux. Un petit mot peut-être Yves et on laisse la conclusion à Bassam. Je ne vais pas dire grand-chose, mais je trouvais que ce qu'a dit Rémi Bastien était très intéressant et correspondait à peu près à la vision qu'on avait, c'est-à-dire que c'est vraiment une solution qui permettra de faire évoluer les choses vis-à-vis de la précarité énergétique de nos locataires. Donc, elle a de l'avenir parce qu'il y en a encore de la précarité énergétique.
Donc, elle a beaucoup d'avenir et les bailleurs, je pense que c'est une solution qu'ils vont pouvoir s'approprier. Au fur et à mesure qu'il y en aura de plus en plus, on sera de mieux en mieux rodé et on va pouvoir faire des choses très belles. Oui, bonjour à tous. Donc, comme un mot de conclusion, je tiens à remercier quand même nos intervenants pour la qualité de vos interventions. On voit que c'est un sujet qu'on commence. Je pense pour moi qui suis quelque part pionnier dans ce domaine, c'est que c'est une nouvelle porte qu'on ouvre. Bien sûr, on a des barrières juridiques, on a des barrières techniques, on a plein de barrières. On est dans un pays, on adore un petit peu mettre des barrières pour empêcher. Mais si nous, citoyens, on ne veut pas essayer de faire avancer les choses, chacun à son niveau. Moi, j'ai retenu quand même de vos discours un petit peu que la sensibilisation des usagers est quelque chose de très important. J'attire l'attention. De toute façon, le mot de la fin pour moi, c'est mon intime conviction de citoyen. Notre électricité de demain sera décarbonée, locale et numérique. Donc, si on ne travaillait pas aujourd'hui et qu'on accepte les erreurs, donc vraiment, je remercie tous les partenaires qui acceptent, dont Dynacité qui est à mon côté, qui ont accepté aussi quand on a proposé l'idée, on expliquait, Yves, il l'a répété tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais c'est vrai, jouer le jeu et prendre le risque de mener une opération en direct, ça demande beaucoup de volonté. Et je tiens à le remercier. J'espère, comme vous, vos expériences, qu'il y aura de plus en plus d'opérations. On sait aujourd'hui que les opérations qui fonctionnent, on le compte sur le doigt de la main. Et toujours, j'ai entendu l'année 2019. J'espère que demain, en 2020, je vous donne un rendez-vous et qu'on puisse avoir des dizaines d'opérations de ce type. Merci à l'initiative Sol Solidaire qui ajoute aussi une brique pour faciliter, parce qu'on sait qu'on est dans la région Rhône-Alpes et chacun, les régions, les collectivités et les financeurs et les publics, ils ont un rôle d'encourager ce type d'opération. Et le mot de la fin pour moi, il faut toujours impliquer les citoyens, les locataires, les habitants, parce que souvent on légifère dans le domaine de l'énergie sans regarder ce point. Et je pense que ce genre de rencontres nous permettent d'avancer.